Donc on a déjà plus de 100 personnes dans la salle, donc on devrait commencer. Donc bonjour, bon après-midi, bonsoir, en fonction d'où vous vous connectez. Soyez bienvenus à ce webinaire des autochtones discriminés nationalement pour les communautés. Je m'appelle Thin et je suis une journaliste spécialisée dans les changements climatiques. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui pour cette séance. Avant de commencer, je vais parler de certaines règles. Donc, ce webinaire a lieu en anglais, mais on a la traduction en français, en portugais, en espagnol. Donc, vous pouvez cliquer sur l'icône au bas de l'écran pour choisir la langue que vous voulez. Et pour aider nos interprètes, j'aimerais vous demander de parler doucement et clairement. Ce webinaire durera 90 minutes et on a séparé un peu de temps pour des questions et réponses. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser par, sur l'espace pour cela et pas sur le chat. Et on vous demande de mettre votre nom, de quelle organisation vous êtes et d'où vous vous connectez, et on partagera le lien de la séance qui est enregistrée à la fin. Donc on commence par le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est ce moment de l'année où on parle des négociations sur les changements climatiques et ce que ça veut dire pour, les terrains, les autochtones et les communautés locales pour la sécurité de tenure. Donc ce n'est pas qu'à cause de l'année de la COP au Brésil, où il y a plusieurs organisations des autochtones qui sont au front de ces, thèmes, mais surtout pour, l'Amérique latine et les Caraïbes. Il y a eu beaucoup de thèmes de la société civile qui sont travaillés avec, les gouvernements auprès des communautés locales et autochtones. Aujourd'hui, nous sommes ici car récemment, pendant le premier camp, le 21e camp, on a lancé une initiative historique pour que la contribution des, personnes, autodéterminées comme autochtones soit considérée avec des, empreintes bleues pour qu'ils nous montrent comment veulent, ils prétendent, diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, et tout cela est enraciné dans des connaissances ancestrales où le débat sur le climat doit considérer l'équité, l'autodétermination et la participation des autochtones lorsqu'on parle d'implémentation des NDC au Brésil et en Colombie sous l'accord de Paris. Donc comment cette initiative est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé depuis et comment les communautés autochtones construisent ce momentum? Et qu'est-ce qu'on voudrait voir, à la COP de cette année? Donc nous avons plusieurs interlocuteurs merveilleux qui vont parler. Beaucoup de leaders autochtones et d'organisations ont travaillé pour venir d'endroits très difficiles, d'accès très difficiles, avec des difficultés de communication, mais nous avons 2 interlocuteurs qui sont parmi nous. Je vais les présenter par ordre alphabétique. Nous avons Luz Helena Hernandez, qui est la directrice des changements climatiques au ministère de l'environnement en Colombie. Elle a des décennies d'expérience en direction environnementale et c'est super d'avoir une représentante de ce secteur lorsque l'on parle des communautés autochtones. On a également Patricia Juarez qui s'occupe du bassin amazonien, des communautés autochtones. Je pense que vous êtes, la plus propice à parler des, NDC en Colombie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les, zones sur lesquelles on se concentre et qu'est-ce qui est impliqué pour établir ces, NDC en Colombie? Bonjour, j'aimerais commencer par,
remercier l'équipe qui participe de ce panel et saluer de façon très fraternelle à partir de l'Amazonie colombienne et des 74 peuples autochtones, de vous dire que pour le gouvernement colombien, on n'a pas juste un but, et un thème, politique, mais c'est une question de vie, de par la situation à laquelle on fait face sur nos départements. J'aimerais profiter de cet espace pour vous dire que en Amazonie colombienne, il y a 27 millions d'hectares qui sont gardés, par les autochtones et ils sont conservés grâce aux peuples autochtones, au système des gouvernements et que nous faisons au quotidien, tous ces soins et tous les soins environnementaux des territoires. C'est très important pour nous que le monde commence à regarder voir l'Amazonie comme, avec d'autres yeux, en faisant des, contributions significatives et c'est une opportunité pour que le monde comprenne et connaisse nos défis et nos richesses et on profite, de cette journée, j'aimerais profiter pour vous montrer comment ce travail articulé avec le gouvernement colombien pour des stratégies qui ont été incorporées par le gouvernement en Colombie, en première ligne de stratégie, qui coïncide avec cette ligne de stratégie qu'on articule comme bassin amazonien, qui est liée aux territoires autochtones, l'importance climatique et l'articulation des peuples autochtones comme mesure effective pour, mitiger tout cela et le thème de la transition énergétique juste pour qu'on reconnaisse le consentement au préalable, informé des droits des autochtones et qu'ils excluent également toutes les exploitations minières au sein des territoires autochtones qui sont à la mode en Amazonie. On veut que nos territoires soient préservés. Et la troisième stratégie a à voir avec le financement climatique direct. Certains peuples autochtones, à travers ces instruments financiers, s'organisent et construisent des stratégies pour que l'on puisse discuter au niveau d'égalité avec les autres organisations de l'Amazonie colombienne. On est en train de consolider un fonds qui s'appelle le fonds INCHE, où ces financements devraient, parvenir en soutien aux peuples autochtones, en permettant l'implémentation d'instruments et la quatrième stratégie à voir avec les connaissances autochtones et on aimerait qu'elles soient intégrées dans ces espaces et les documents variés pour les actions climatiques. Le sixième point a à voir avec la gouvernance territoriale. En Colombie, quelque chose de très important, un problème, nous atteint en Amazonie. On avance, du côté, de la reconnaissance des gouvernements sous-nationaux qui f ont des contributions importantes sur la question climatique et c'est important de reconnaître cela, de donner de la place à cela au sein de la société pour que nos contributions soient incorporées. Cela a à voir avec la gouvernance territoriale et la justice climatique. La sixième ligne a à voir avec la participation des peuples autochtones au sein de scénarios différents. Où les personnes parlent pour nous et en ce moment, en tant que peuple autochtone, on peut déjà parler pour nous-mêmes. On veut être impliqué dans les négociations et on veut nous-mêmes, dire comment on veut être, compris. Car jusqu'à présent, on ne nous comprend pas et on veut avoir l'opportunité d'avoir, notre propre voix et de prendre la parole. Merci Patricia, je vois que Luz est d'accord, donc je veux lui passer la parole par la suite. Mais tout d'abord, j'aimerais, vous poser une question, Patricia. Vous avez très bien expliqué l'importance des communautés autochtones, pour qu'elles aient une voix et qu'elles soient représentées par elles-mêmes.
mais ce serait, bon de qu'on si vous pouviez expliquer un peu plus à propos du processus des NDC en Colombie. Et vous avez également parlé du fait que vous travaillez avec le gouvernement. Est-ce que vous pourriez approfondir votre explication? Oui, c'est important de mentionner que au sein de l'Amazonie colombienne, en tant que peuple autochtone, on réalise un exercice de formation pour qu'on ait une synergie et des échanges culturels avec, les universités pour garantir notre participation dans les espaces de négociation. Et pour cela, nous sommes arrivés à cet exercice de dialogue interculturel du patriarcat en Colombie. La deuxième question que vous avez posée a à voir avec, l'articulation avec le gouvernement colombien. Donc c'est important de dire que l'Amazonie colombienne, gagne de plus en plus d'espace où un espace où sont articulés et où il y a une, concertation des politiques pour l'Amazonie colombienne. On reçoit du soutien pour nos organisations et où il y a quelques mois depuis quelques mois, nous rencontrons des ministères et nous avons un document robuste de recommandations techniques et politiques pour qu'ils soient inclus dans les SDS 3.0. Le ministère de l'Environnement s'est engagé à travailler conjointement avec les peuples autochtones sur ces autorisations et sur l'incorporation de nos propositions des NDC. Nous voulons profiter de l'espace pour vous dire que c'est important de reconnaître les actions qui sont réalisées. Nous nous réunissons depuis, 1 mois à Bogota, en Allemagne. On a participé de la CVS 62 et nous voulons que le gouvernement colombien, son apport soit reconnu et des peuples autochtones également et donner une priorité à la question climatique. Et on veut également reconnaître que le gouvernement nous donne accès au financement. Par contre, nous voyons avec beaucoup de préoccupation que cet espace doit faire partie de notre programme. Nous avons jusqu'au mois de septembre pour actualiser pour une mise à jour de nos CDN, mais nous n'avons pas encore entamé nos discussions avec le gouvernement de la Colombie pour voir comment nous pouvons faire nos apports, nos contributions, si nous avons déjà les connaissances nécessaires, si les propositions que nous avons soumises ont été acceptées. Alors normalement, on suit de près pour voir ce qu'ils ont besoin, le gouvernement colombien, de nous et pour faire ses apports et pour qu'il fasse un suivi, car nous voyons que le gouvernement de la Colombie s'est très engagé avec la cause du peuple autochtone, mais nous voyons qu'il y a un moment politique où le gouvernement traverse un moment difficile, mais il n'y a pas beaucoup de clarté et on n'est pas trop convaincu comment nos propositions vont continuer à être soutenues. Et nous voulons quand même être là pressants en tant qu'Amazonie colombienne. Alors on est là, Luce Helena, on tient à vous proposer notre soutien parce que nous pensons que c'est important que le gouvernement de Colombie tiennent compte de nous en tant qu'acteurs climatiques importants pour une participation efficace. Mais en même temps, nous pensons que le peuple autochtone, nous sommes là dans la nature et
On n'aime pas trop parler des peuples en isolement. On dit que nous, on est isolés plutôt que les peuples autochtones. Eux, ils sont où ils doivent être. Alors, on veut que ces perspectives soient reconnues et que ça fasse partie pour la préservation de la biodiversité de l'Amazonie colombienne. Et nous voulons que les propositions que nous allons soumettre, on ne désire pas que ce soit que des documents qui font une partie supplémentaire, mais une partie importante, une partie intégrale de documents que nous allons proposer. Merci beaucoup. Merci Patricia. Je voulais passer à Luz, mais on va revenir vers Patricia. On a parlé de 7 ou 6 points importants. Luz, est-ce qu'on peut venir vers vous? Parce que Patricia a évoqué des choses importantes. Oui, moi j'écoute aussi. Eh ben, parfois, c'est vrai que la volonté. Je vous entends pas, elle dit. La dame dit qu'elle n'entend pas Céline. Nous, en cabine, on l'entend parfaitement, mais par contre, il y a aussi d'autres bruits de fond. Oui, on vous entend très bien. Bon, ok. Je disais que ce n'est toujours pas le cas, que les organisations autochtones et que le gouvernement ont ce dialogue ouvert et clair et direct, c'est que il n'y a pas ce côté de partenariat. Et par rapport à ce que Patricia vient de dire, on aimerait savoir l'avis de Luz par rapport à CDN. Au CDN, est-ce que ça représente pour la Colombie? Et Luz n'a pas le micro activé. Oui, je suis désolée, me voilà. Oui, oui. Merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à cet espace. Merci de cette opportunité de conversation. Moi, je fais partie du gouvernement des Colombies. Je suis la responsable de changement climatique du ministère de l'Environnement et de Développement durable. Notre ministre, c'est la première ministre autochtone cette année en Colombie. Alors, c'était une chose très importante pour le pays, pour le peuple autochtone. Et ceci va justement nous permettre d'aller de l'avant dans ces liens qui seront bien plus étroits et bien plus respectueux vis-à-vis le peuple autochtone. Le peuple autochtone en Colombie ont dû défendre euh, leur espace de reconnaissance et des contributions à la politique commune. En ce moment, nous vivons un moment où c'est très important d'aller de l'avant sur cette reconnaissance, sur des actions spécifiques, concrètes. Et dans ce sens, nous avons gardé toutes ces conversations et non simplement avec le bureau de l'Amazonie, mais avec le bureau permanent de peuples autochtones. Nous avons autour de 115 peuples autochtones de partout dans notre pays et ils font partie de plusieurs associations différentes. Et effectivement, ces associations font des associations en même temps qui font partie de ce bureau parmi lesquels il y a OPIAC. Alors avec le bureau permanent et le bureau de l'Amazonie, nous avons tenu ces conversations pour la mise à jour des CDN, des contributions déterminées au niveau national. C'est un terme qui est difficilement compris et approprié par la plupart de la population. Alors, on les appelait nos défis climatiques plutôt que CDN. Quels sont nos défis en tant que pays? En ce qui concerne notre proposition et notre but commun de réduire l'émission des gaz à effet de serre
et augmenter notre résilience pour l'adaptation au changement climatique. Nous avons donc cherché une participation, des collaborations avec OPIAC, tels que Patricia le disait tout à l'heure, ont mené à bien un travail précieux avec des propositions très claires et nous, le gouvernement, nous y sommes d'accord et nous avons, on va dire, plein confiance et nous sommes bien sûrs, on est rassurés que ceci fera partie de nos défis climatiques, de nos engagements vis-à-vis le monde. Mais compte tenu de la structure de ce bureau de peuples autochtones, ce bureau d'accord national, il y a dans ce bureau, il y a un autre débat qui fait partie de tout ce qui sont ces structures d'organisation et nous y sommes en ce moment, et PC nous a envoyé une note pour une demande de financement et nous y sommes dans ce processus de gestion des sous-traitances, des d'accords, en sorte que toutes les personnes qui sont dans les territoires puissent se déplacer au Bogota où nous avons ces conversations, en sorte que toutes les organisations puissent arriver à un accord pour déterminer une proposition à être inclue dans les CDN. Nous allons mener à bien toutes ces conversations dans le mois d'août. C'est normalement 3 espaces de discussion, 3 espaces qui vont occuper plusieurs journées, on va dire. Et lors de ces journées, ces débats auront lieu entre les organisations autochtones pour arriver à un accord de proposition au gouvernement. Alors, en plus, nous avons travaillé dès l'engagement du développement de plan national en Colombie pour construire et formuler un plan d'adaptation, d'atténuation et de résilience climatique à partir des connaissances des peuples autochtones. Ce plan est déjà préparé. Le plan a été largement débattu par les organisations autochtones et tous les points de vue ont participé, ont été une partie prenante. Et à partir de là, il y a un processus pour arriver à un accord d'un plan qui va souligner les points plus pertinents pour les intégrer dans notre nouvelle CDN. La CDN 2.0, en sa version 2.0, n'avait pas jusqu'à présent intégré les points de vue des peuples autochtones ni les communautés rurales. Ça a été débattu d'une façon moins participative. C'est vrai qu'il y a quelques lignes d'action telles que Patricia a évoquées, mais parfois ça ne fait pas partie intégrante du document, c'est juste un supplément, c'est une partie supplémentaire. Alors ce que nous voulons faire à partir de ce processus de participation, avec cette feuille de route pour un accord spécifique avec le peuple autochtone, il y aura une route d'accord avec le peuple afrodescendant également, et il y aurait également une route de participation pour la population en général, avec des ateliers de participation dans les différentes provinces, des différentes provinces et départements du pays. Et voici comment cette feuille de route va se dérouler. Mais voilà, publiquement, je peux dire que nous avons effectivement ces volontés d'engagement en tant que gouvernement et nous voulons effectivement intégrer les points de vue des peuples autochtones dans les CDN de Colombie, c'est-à-dire ce que nous avons appelé nos défis climatiques. Merci Lou, c'est très important de savoir que la COP va également aborder cet engagement. Vous avez également parlé de la terminologie. Vous allez l'appeler défi climatique plutôt que CDN
parce que CDN, c'est, on va dire, c'est un langage technique qui parfois peut être compliqué et qui fait partie des processus onusiens, mais si on dit défi climatique, je pense que c'est plus clair. Vous avez parlé d'une table pour arriver à un accord avec les organisations autochtones. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se produit récemment ou est-ce que ce type de débat des communications est là depuis un moment? Ce bureau permanent pour arriver à un accord avec le peuple autochtone existe depuis assez longtemps, mais c'est ce qui est nouveau dans ces débats, c'est les engagements climatiques. C'est justement le fait que le peuple autochtone ont demandé, ont fait des demandes pour être pressants lorsqu'il s'agit des décisions qui concernent leur territoire. Le territoire est action climatique et c'est un territoire qui est préservé par le peuple autochtone. Alors, ce qui est nouveau, c'est les débats, justement, les éléments des débats et comment tout ceci est abordé. Je pense qu'on va de l'avant, qu'on suit la bonne route pour aller vers un accord. C'est ce qui est nouveau, c'est comment nous allons intégrer cette vision dans CDN 3.0 qui n'existait pas dans la version préalable, la 2.0. Merci Patricia, très rapidement. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Vous avez parlé du fait qu'il y avait 6 ou 7 points d'action pour cette proposition. Et moi, je me demande, est-ce que vous pourriez effectivement nous expliquer un petit peu où se trouvent ces points d'action? Nous, en tant que peuple autochtone de l'Amazonie colombienne, sommes dans les différents espaces qui soient internes ou au niveau des États et des départements. Et nous avons une proposition qui vient du gouvernement de Colombie, qui a été faite antérieurement. Il y a 6 lignes stratégiques. La première a à voir avec la protection du territoire comme action climatique. Et ici, le thème de l'articulation des territoires des peuples autochtones est clé pour atténuer l'atténuation et l'adaptation en tenant compte de ce que j'ai déjà mentionné au sein de ces territoires qui sont préservés et gardés par les peuples autochtones et en grande partie conservés. Et si nous conservons ces territoires, si nous avons accès à ces territoires, nous pourrons continuer de le faire. Les peuples autochtones doivent garantir que l'Amazonie soit conservée en grande partie, ce qui est très bien aligné aux indicateurs et aux recommandations que nous avons fait sur ces documents présentés au gouvernement de Colombie face à cette question de l'atténuation et l'adaptation, qui est un thème crucial dont on parle pour la COP 30, qui est important. Et la ligne suivante a à voir avec la transition énergétique juste. On a parlé du respect du consentement préalable, libre et informé. Nous avons réussi en tant que peuple autochtone et comme union, mondiale à avoir, ces liens directs et nous sommes convaincus que le respect et la reconnaissance principale passent par le consentement. Donc s'il n'y a pas de consentement des peuples autochtones pour toute action qui aura lieu pour au cours de cette transition juste qui implique nos minéraux qui sont, sur nos territoires, sur nos terres, il faut que ce soit clair
et garantir qu'il y ait un consentement de notre part. Pendant longtemps, nous nous en avons parlé, nous voulons continuer de vivre comme le reste de la société et cela a à voir avec le financement direct aux peuples autochtones. On veut dire qu'on est là, qu'on est en train de conserver, mais cette, protection est faite pour, faire face au changement climatique. C'est pour cela que l'on propose des instruments financiers et il me semble important qu'on nous donne accès à ces instruments et j'allais mentionner qu'hier, on a eu une, réunion avec, les organisations du bassin amazonien et nous passons par, les impacts des changements climatiques avec les inondations. Je viens également d'un département de l'Amazonie colombienne où les territoires sont inondés, les personnes ont perdu leur, plantation et comment allons-nous faire face à cela si nous n'avons pas de financement direct pour garantir que l'on pourra faire face à ces impacts? Le quatrième point à voir avec le système de connaissances autochtones et d'éducation et de culture. On considère on que cela doit être intégré comme un pilier d'action climatique. Nous ne savons pas comment faire face et contribuer, enfin nous savons car nous avons déjà démontré cela historiquement et cela est lié aux fondements culturels qui que l'on a appris de nos grands-parents et c'est comme ça que l'on conserve l'Amazonie. Ces piliers d'action climatique sont très importants et sont liés aux stratégies qui ont à voir avec la gouvernance territoriale ou la reconnaissance des gouvernements, que les gouvernements nous reconnaissent comme acteurs, nous aident à faire face à cette question climatique. Donc, mon expérience a à voir avec cette, identité territoriale. Les gouvernements nationaux ont également fait des contributions importantes et les personnes qui sont sur les territoires sont très éparpillées et on a vu du côté des autorités, on doit ces connaissances traditionnelles doivent être reconnues et maintenant nous arrivons à un moment très important pour le pays et pour le monde et la dernière stratégie a à voir avec la participation pleine et effective. Dans la participation nationale et internationale, nous avons actuellement une ministre autochtone dans le département de l'Amazonas, dans cet espace de prise de décision où nous voyons nos contributions pour le pays et pour le monde et nous nous préparons également pour, donner, de l'appui, du soutien et montrer ce qui ne fonctionne pas. Notre cœur est dans l'Amazonie, nos familles sont là-bas. Et nous sentons les effets des changements climatiques. Donc cette discussion sur, notre participation aux espaces de prise de décision ne n'a pas à voir qu'avec les gens qui, sont dans les villes. Patricia, on vous demande de parler un peu plus lentement. Je suis désolée de vous interrompre, mais pour que les interprètes puissent vous suivre et vous accompagner. Merci beaucoup. Ah, je suis désolée, mais ce thème est très émouvant pour moi, donc je je deviens très enthousiaste. Donc tout cela a à voir avec la participation pleine et effective des peuples autochtones au sein des différents scénarios. Et pourquoi cela est-il si important? Car nous sommes les personnes qui sont sur les territoires, dans les terres et il faut informer o les gens qu'il existe un système de connaissances. On est en train de faire notre contribution, mais on est également en train de mourir à cause de
des impacts et des effets des changements climatiques. Donc, on a besoin de participer à ces espaces de prise de décision. C'est une responsabilité collective pour nos familles qui sont sur le terrain et qui souffrent de ces impacts. On doit rappeler que l'Amazonie est inondée non pas à cause de nos actions, mais à cause des actions des du des personnes du monde entier. Les vagues de chaleur, la vague de chaleur qui arrive en Amazonie, nos personnes âgées n'arrivent plus à y faire face et ces impacts ne sont pas provoqués par eux, mais c'est eux qui subissent les conséquences. Donc le monde doit nous écouter et nous reconnaître nos contributions et qu'il incorpore nos demandes dans les documents. C'est une demande structurelle et nous avons besoin de cela maintenant et les décisions actuelles vont avoir une répercussion sur notre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patricia. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Je vois que nous avons déjà quelques questions de la part de notre public. Donc j'aimerais, vous poser quelques questions avant qu'on ouvre de l'espace pour les questions et réponses. Donc bien que la perspective soit un peu différente, Patricia, qu'aimeriez-vous dire aux alliés pour qu'ils puissent vous soutenir et vous aider dans vos objectifs vers la COP30? Comment peuvent-ils vous aider? J'aimerais, dire qu'on fait face à un moment critique en Amazonie et à travers le monde, on a besoin de cheminer ensemble avec cohérence et respect et avec une réelle articulation effective. Nous considérons que les alliés stratégiques et les personnes qui aiment l'Amazonie doivent nous soutenir et peuvent le faire de plusieurs façons. L'Amazonie nous appartient à tous et il faut faire quelque chose. Nous ne savons pas comment nous allons continuer de vivre si des mesures ne sont pas prises. Donc nos partenaires peuvent nous accompagner au cours de ces actions, que ce soit des actions auprès des gouvernements, les actions que l'on réalise au quotidien et nos alliés stratégiques comme les ONG et les personnes qui aiment et veulent contribuer de façon volontaire pour le maintien de l'Amazonie. La première façon, c'est de nous reconnaître et qu'on nous soutienne, qu'on nous aide à participer de façon pleine et efficace comme acteurs clés dans ces questions de gouvernance territoriale. Parfois, ils nous disent que oui, dans le sens pratique, on a plusieurs barrières et ils peuvent nous aider en nous donnant accès direct au financement pour que les ressources arrivent aux personnes qui prennent soin réellement de l'Amazonie et qui subissent actuellement les impacts et ce n'est pas connu du reste du monde. Donc c'est important que vous nous accompagniez pour notre participation, politique, que ce soit les propositions pour l'Amazonie, Colombie, mais en termes de priorité, ce que on fait depuis longtemps venant de pays différents, ce que l'on a fait depuis longtemps et ce que les organisations autochtones font en Amazonie. Nous considérons que vous pouvez nous aider à faciliter le dialogue en nous aidant à participer des décisions, en créant un processus d'appropriation. C'est ce que nous voulons.
que nos propositions soient incorporées. Elles ne l'ont pas été car on n'est pas compris. On a donc besoin d'aide à partir de la source pour qu'on puisse expliquer et raconter aux gens ce qu'un document écrit ne peut pas faire. Et finalement, il y a plusieurs, pour en finir, il y a plusieurs façons de nous aider, mais pour le moment, avec les moyens de communication, les réseaux sociaux qui ont jouent un rôle très important pour nous aider en tant que peuple autochtone à montrer comment on souffre à cause de ces impacts et de ces changements climatiques en tant que société. Et le dernier point que j'aimerais apporter, c'est que l'Amazonie a déjà dépassé ce point où il n'y a plus de retour en arrière. C'est une responsabilité non pas seulement des peuples d'Amazonie, c'est la responsabilité de tout le monde qu'il y ait une synchronie avec, les êtres humains de façon générale. C'est une décision que l'on doit prendre car, on veut continuer de vivre. C'est un respect pour la vie. On veut que les enfants qui représentent notre avenir aient plus d'opportunités car nos décisions ont une répercussion sur eux. L'Amazonie sera toujours ouverte pour les personnes qui veulent nous accompagner avec leur cœur. Nous continuerons d'agir avec nos connaissances ancestrales et nous aimerions que tout le monde puisse nous accompagner au cours de ce processus, car le changement ne dépend pas que de nous, mais de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Nous, je pense que c'est un peu différent pour le gouvernement, mais la question est la même. Comment les alliés peuvent-ils soutenir les efforts de la Colombie pour faire face à ces impacts climatique? Comment pouvons-nous vous soutenir alors qu'on va vers la COP30? Bon, effectivement, nous avons besoin de nos alliés et pour tout ce qui est la mise en œuvre de cette version 3.0, on aura besoin du soutien, de la participation des alliés. Il y a beaucoup d'alliés, beaucoup de personnes à l'international et au niveau national, la société civile, qui effectivement ont une participation dans ces processus de construction, des mises à jour de cette nouvelle CDN, mais la mise en œuvre va comporter un grand effort. Le financement direct, le financement dont Patricia parlait tout à l'heure, va comporter un grand effort et de ressources importantes, significatives, en sorte qu'on puisse aller de l'avant. On est convaincu que effectivement, ces mécanismes de financement direct, de la main avec ces ressources, seront bien plus efficaces pour la mise en œuvre dans les territoires et pour atteindre les citoyens au territoire. C'est important tout ceci. Et effectivement, le soutien méthodologique, le soutien des contenus qui est également très important. La route sera longue et pour ce qui est la mise en œuvre de cette CDN 3.0 et vis-à-vis l'harmonisation, tous ces ponts des stratégies à long terme vers cet agenda, vers 2050 et encore un long chemin à parcourir devant nous. Alors ce rôle, ces partenaires, on va dire, seront absolument cruciaux, compte tenu que toute collaboration sera la bienvenue, pourvu que la souveraineté nationale soit respectée
toujours, tout en respectant ses principes, qu'on disait tout à l'heure. Parfois, il y a un manque de cohérence lorsqu'on a des objectifs vis-à-vis de la décarbonisation, mais puis les financements, proviennent de même source. Alors c'est un peu complexe et il faut prendre bon soin d'éviter des incohérences. Il faut être sélectif lorsqu'il s'agit de choisir les contributions de partenaires, alors qu'il n'y aura pas des attentats, des attaques contre la souveraineté nationale et l'autonomie des peuples autochtones dans leur territoire. Il y a également une autre chose que Patricia a évoquée et qui est très important, c'est le poids spécifique des autorités, des propres autorités autochtones, ainsi que la reconnaissance des compétences environnementales de ces autorités autochtones. C'est un progrès important qui marque le chemin à suivre, en changement en ce qui concerne les liens et la prise de décision vis-à-vis le changement climatique et en général vis-à-vis toute décision qui concerne les territoires, ainsi que la reconnaissance des territoires autochtones, un pas très important là-dessus. Merci. On va passer au prochain partie de cet événement. Il y a des questions. C'est la question-réponse. Alors, moi, ce que je vais faire, je prendrai 2 ou 3 questions et on va essayer de répondre la plupart possible. Et alors, on va prendre 2, 3 questions et puis les réponses. Avant de passer aux questions-réponses, je sais que vous toutes et toutes, il y a plusieurs organisations qui vont essayer de suivre l'engagement des peuples autochtones dans le changement climatique. Il y a un index de gouvernance de territoire qui va aider les membres à faire un suivi de peuples autochtones, également les engagements de la propriété de droits des terres. Et vous pouvez effectivement regarder le portail qui concerne ce document. Passons aux questions-réponses. Patricia, j'ai 2 questions pour vous. Il y a des membres du public qui posent des questions sur est-ce qu'ils peuvent avoir accès au brouillon de ces CDN de Colombie en ce qui concerne le peuple autochtone, également d'autres parties du monde. Est-ce qu'ils auront l'accès, même si c'était un brouillon, une préparation, et y a-t-il des possibilités de mise à jour en ce qui concerne la collaboration avec la présidence brésilienne de la COP, ou peut-être Patricia, vous allez pouvoir nous dire quelque chose là-dessus. Luce aussi, il y a une question pour comment le ministère de l'Environnement de Colombie veut inclure une approche territoriale qui va aller de l'avant puisqu'il s'agit des actions stratégiques dans l'Amazonie. Patricia, tout d'abord, vous, et puis après, Luce. Vous avez la parole, Patricia. Bon, ben, merci pour ces questions. Merci infiniment. Merci. Nous avons préparé un récapitulatif du grand, vaste document que nous avons livré au ministère de l'Environnement. Nous allons partager le lien dans le chat, mais en ce moment, nous avons peut-être un petit souci technique. Dès que nous allons dépasser ce souci technique, nous allons partager le lien dans le chat. Ensemble, vous aurez accès à ce récapitulatif pour toutes les personnes qui veulent faire ces apports, le lire. Et en ce qui concerne les nouveautés des accords de peuple autochtone avec le gouvernement du Brésil,
Nous faisons partie de cet espace de collaboration des peuples autochtones du bassin amazonien, de l'Amazonie, et nous avons entamé un dialogue avec le gouvernement du Brésil. On est très contents, on est ravis, parce que nous pensons que c'est un espace qui va pouvoir aider tout le monde à faire des propositions en tant que bassin de l'Amazonie, parce que ça fait quand même des années que nous essayons de promouvoir cet aspect du bassin de l'Amazonie. Et à Brasilia aussi, on a été pressant. Il y a eu une déclaration pour les gouvernements, tout le monde, sur les sujets d'intérêt à traiter au bassin de l'Amazonie qui ne sont pas déjà trop différents des propositions de la Colombie. Nous n'avons pas le sujet des défendeurs dans la proposition, mais on peut faire entrer ces sujets dans la proposition au gouvernement brésilien. Et nous pensons que cet espace de la Commission internationale, mis à part le soutien des préparations logistiques pour Belém, il y aura aussi des grandes opportunités pour nous, les peuples autochtones, pour proposer tout ce que nous voulons proposer pour le bassin de l'Amazonie. Et la vie des peuples autochtones nous sommes très unis pour présenter nos propositions, pour que le monde sache qui habite l'Amazonie. Nous sommes tellement conscients du fait que cette COP va avoir lieu dans une région de l'Amazonie. C'est peut-être la toute dernière ou la seule opportunité des peuples autochtones d'élever leur voix pour parler au monde, pour dire que plus de 500 différents ethnies et peuples autochtones de 120 en état naturel dans le bassin de l'Amazonie et on vit des situations extrêmement difficiles. Alors, la prochaine fois qu'il y aura une COP, peut-être ce peuple ne seront plus là parce qu'il y a beaucoup de risques, beaucoup de menaces qui sont importants. Alors, voici pourquoi nous avons besoin de cet espace pour donner un nouveau élan et bien profiter de cette présence dans l'Amazonie cette année lors de la COP. Luz, bon, en ce qui concerne l'approche territoriale, c'est vrai que cette mise à jour de la nouvelle CDN tiendra compte des vulnérabilités, des risques vis-à-vis le changement climatique. Et tout en reconnaissant ces conditions, on va pouvoir agir en conséquence pour répondre à ces questions, à tous ces scénarios des changements et de diversité climatique qui va avoir des nouveaux impacts. Alors l'approche territoriale est extrêmement importante à ce sujet, ce qui concerne le travail dans l'Amazonie. Juste un petit rappel, nous avons déjà établi des dialogues de l'Amazonie en préparation de la COP. En plus de ce dialogue, de cette concertation de peuples autochtones avec leur propre territoire, dans ces processus d'échange qui sont cruciaux, nous allons donc entamer ce type de dialogue national et nous aurons un dialogue qui va viser l'environnement. Le 12 au mois d'août, nous aurons ce dialogue. Après, nous aurons un dialogue avec la société civile des pays du bassin de l'Amazonie. Je ne saurais pas vous dire la date exacte. Pour présenter une proposition conjointe de tous nos territoires et mener un message à la réunion des présidents qui aura lieu fin août à Bogota. Et pourquoi Bogota? On peut se dire,
Et pourquoi Bogota? Si Bogota, c'est pas vraiment le bassin d'Amazonie, mais c'est parce que c'est là où le monde reçoit l'impact direct de ce qui se passe en Amazonie. L'eau de Bogota dépend directement de ce qui se passe en Amazonie. Alors, ce fleuve volatile, l'évaporation qui va amener l'eau de l'Amazonie vers les Andes et qui vont être le soutien et l'eau pour une ville comme Bogota. C'est un lien fondamental qu'on ne peut pas ignorer. Alors, cette réunion des présidents à Bogota, ce sera un début pour ce nouveau dialogue où les recommandations de la société civile seront livrées pour la COP 30 en tant que discussion de débat préalable. Merci. On va passer à 3 questions. Patricia, les 3 questions seront pertinentes pour vous et Luz, peut-être un ou deux seront également pertinentes pour vous. La première question: quelle serait l'intégration entre les organisations sociales et les peuples autochtones de l'Amazonie? Y a-t-il un lien entre ces deux mondes, travailler ensemble, on va dire des campagnes ensemble par exemple? Deuxièmement, quelles sont les possibilités que vous voyez pour avoir une influence à la COP 30 de la PAP, de peuples autochtones, de la société civile, lorsque ça devient plutôt un débat pour la prise de décision? Et numéro 3, si on a le feedback de ces organismes de conservation, on voit toujours une différence entre ce qui se passe vis-à-vis de la participation, parce que le gouvernement vont dire qu'ils font la consultation au peuple autochtone, mais les représentants des peuples autochtones veulent avoir un degré plus élevé de participation. Alors, pour ces 3 questions, qu'est-ce que le mot participation veut dire pour vous deux? Alors, Patricia, tout d'abord, et Luz, après pour leur réponse. Patricia, donc d'abord à vous et ensuite je passerai à Luz. Merci beaucoup. C'est bon d'entendre ces questions qui nous font nous rappeler de choses qui sont oubliées au cours du temps. Donc concernant la première question, je vais parler à partir de la vision des peuples autochtones. Depuis août de l'année dernière, nous avons une articulation entre les 9 pays du bassin amazonien et nous avons identifié l'année dernière également dans ce contexte, au cours d'une rencontre qui a eu lieu à Bogota, nous avons identifié quelles étaient les priorités pour la COP de la biodiversité dans ce contexte de changement climatique. Et à partir de cette consolidation de propositions qui en sont le résultat, j'ai partagé avec vous que c'est notre intérêt pour la Colombie et le bassin amazonien de réaffirmer cette alliance, cette synergie qui existe avec les peuples autochtones du bassin amazonien. Et en tant que peuple autochtone de l'Amazonie colombienne, nous faisons cet exercice de renforcement de la relation, de cette articulation avec nos organisations de base. Donc, nous aimerions dire que nous sommes unis et un exemple de cette union en tant que peuple autochtone avec d'autres acteurs, c'est cette campagne qui est en train d'être réalisée par nos frères et sœurs d'APIB. La réponse, c'est nous. Les peuples autochtones réunissent plusieurs acteurs de la société et nous voyons comment, au sein de ces espaces,
heu, au niveau territorial, le Brésil réalise un effet majeur pour incorporer les recommandations des différents biomes du Brésil et cela est, évident lorsque on voit l'espace qu'on a eu à l'après-COP et la PIB travaille également pour qu'on ait, cette mesure où se trouvent les autres territoires. Pour la deuxième question, je pense qu'on a des alliés importants. Certains sont très engagés, avec l'Amazonie, auprès des peuples et ont compris qui nous sommes, comment nous voulons continuer de vivre et cela facilite cette, communication avec les différents acteurs auxquels nous voulons, parler en tant que peuple autochtone. Et concernant la participation, ce n'est pas une, question la question du nombre de personnes d'autochtones qui iront à Belém, mais de combien de propositions venant des peuples autochtones seront inclus dans l'agenda, dans les décisions, à l'ordre du jour et là, on pourra vraiment mesurer la participation des peuples autochtones. Donc il ne s'agit pas de savoir, quel est le nombre de personnes, mais le nombre de propositions incorporées qui seront incluses dans ce programme et concernant le renforcement de notre communauté, on veut que beaucoup de personnes de notre, communauté puissent participer, qu'elles soient vues et écoutées et bien sûr que ce serait une, très bonne façon de participer. Mais on verra vraiment cela en fonction de l'incorporation de nos propositions. C'est très cher pour nous d'aller à la COP, c'est très loin et on a encore besoin de petites victoires pour arriver jusqu'à Belém. C'est de ça que dépendra notre participation qui peut être calculée à travers les décisions qui en sortiront de ce scénario. Je ne sais pas s'il y a encore, une question, quelque chose à répondre? Non, vous avez déjà bien répondu à tout cela. Merci beaucoup, Patricia. Nous, je vous passe maintenant la parole. Oui, donc, ces dialogues amazoniens sont en train d'être pensés justement pour qu'on obtienne cette interaction et ce dialogue entre les acteurs, différents, avec leurs différents points de vue, pour qu'on puisse ensuite construire de façon conjointe une position. Donc c'est ce que cet espace est en train d'être vu pour que l'on puisse avoir une interaction entre les différents acteurs. Concernant la participation à la COP, il y a plusieurs façons de participer, mais de notre côté, du gouvernement colombien, on veut que les peuples autochtones et afrodescendants et les communautés rurales soient impliqués dans les processus de négociation et c'est quelque chose d'un peu douteux car nous avons la participation des peuples autochtones à d'autres COP, mais sans leur participation, il n'y aurait pas ce rôle de négociation. Donc nous avons eu une expérience des organismes subsidiaires de la convention, comme Patricia l'a dit. Nous avons eu une personne postulée par l'OPIAC comme négociatrice et une équipe de travail l'a également accompagnée en aidant au cours de ce processus, en participant aux discussions et en réussissant à inclure son point de vue dans les négociations. Donc, pour la COP 30, on veut avoir 7 négociateurs des peuples autochtones, un qui représente chacune des organisations
qui forment la MPC et 2 venant des organisations qui ne font pas partie de la MPC pour pouvoir élargir cette inclusion. Et à partir, des peuples afrodescendants également, on aimerait avoir une, représentation similaire de 8 à 9 représentants pour que l'on puisse participer aux différents thèmes de négociation. Cet exercice de la négociation est important car on aura plusieurs salles et avec des thèmes très spécifiques et les personnes doivent être là, présentes pour chaque thème. Pour cela, on a ouvert une école de négociation, une école de négociateurs à travers laquelle le ministère a l'objectif de renforcer les, outils, les capacités des personnes qui vont être, intégrées à ces processus de négociation. On a eu une séance introductrice avant d'aller cette réunion des organisations subsidiaires des, conventions. Et il me semble que dans une semaine ou 15 jours, ce processus débutera, processus de formation face aux délégués qu'on nous a envoyés à partir de chaque organisation. Donc nous espérons avoir une participation au sein de la négociation très, ample, avec beaucoup d'incidence. Ça ne sert à rien d'avoir 30 personnes comme disait, Patricia, car, personne n'arrive à se faire, écouter et inclure, les points de vue dans les documents. Donc on veut avoir un effet sur cette prise de décision. Et il y a aussi d'autres, thèmes qui auront plus à voir avec la zone verte, des événements parallèles qui se réalisent à l'intérieur des COP où il y aura des discussions importantes, où l'on peut montrer ce qui se fait dans chaque pays, où on peut avoir cet échange d'expériences et d'opinions à partir de ce que connaissent d'autres pays. Et donc tout cela, aura lieu pendant la COP. Donc on se prépare pour cela. On partagera bientôt des liens pour ceux qui veulent, participer à des événements ou en préparer, pour qu'ils puissent s'inscrire et pour les accréditations, bien sûr, pour, obtenir une participation plus ample à partir de tous les secteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luz et Patricia, pour vos réponses. Cela a soulevé beaucoup de points, donc merci aussi aux personnes qui ont posé les questions. Avant de nous séparer, j'aimerais vous poser une dernière question à chacune et vous pourrez me donner, 1 ou 2 réponses. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que les participants d'aujourd'hui, ramènent chez eux lorsqu'ils pensent à la COP30, aux peuples autochtones? Quelle serait, la leçon à partir des discussions que nous avons eues aujourd'hui? Patricia, je reviens vers vous et ensuite je donnerai, les derniers mots à Luz. Donc Patricia, qu'est-ce que vous aimeriez que les participants comprennent à partir de cette réunion? Donc, j'aimerais que les personnes se rappellent de tout, puisqu'il y a plusieurs, thèmes vitaux, et très importants pour, l'Amazonie colombienne et le bassin amazonien également. Mais si je dois choisir, un point pour que les personnes se rappellent d'un moment spécifique, je dirais qu'au sein du bassin amazonien, en Colombie, vivent des, peuples autochtones qui ont leur propre système de connaissances et de gouvernement et à partir d'eux, ils contribuent à la protection et aux soins de la planète. Et j'aimerais, renforcer que nous sommes en train de prendre soin de la planète sans que les personnes le sachent, sans que le monde le sache. C'est ça, Patricia. Et
au-delà de ce que vous avez dit, le message du gouvernement est que le gouvernement de Colombie est, engagé avec les nécessités, réelles, les contributions et les apports nécessaires pour aider les peuples autochtones sur cette action climatique. Merci beaucoup à vous 2, Luis et Patricia. Nous allons, les applaudir, chaleureusement, virtuellement pour leur contribution, leur temps, pour nous avoir, parlé. On sait que c'est un grand défi avec toutes ces difficultés techniques de communication. Nous vous remercions beaucoup d'avoir, participé en apportant vos opinions. Merci au public pour votre participation. Comme promis, nous allons travailler avec, Patricia pour, partager le résumé des CDN et merci beaucoup à Tinta, Tanner Facilities, à nos hôtes et aux organisations participantes. Très belle